Bonjour à tous Bonjour tout le monde. et merci beaucoup pour l'introduction. Ce que j'ai retenu jusqu'à là, c'est que c'était super. Les présentations, c'est hyper intéressant. Il y a deux éléments que j'ai retenus. On est dans un monde qui est en train de bouger, notamment tech, data, IA, vraiment bouger, avec gros potentiel. Mais en même temps, si je fais un petit écho à le talk juste avant nous, c'est qu'il y aura aussi des enjeux. Et un des enjeux, c'est que ça fait tellement bien qu'on commence à faire confiance. Et si ça dérive, ben, c'est là où que les dangers revenir. Et là, on va vous partager un peu un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet monitoring des modèles ML, IA, mais ça peut être aussi agentique. De toute façon, l'essentiel, c'est de monitoring nos solutions. Une fois c'est en prod, comment on peut assurer que ça marche bien dans la durée et ça marche à l'échelle. Et donc, peut-être mot de mon parcours, ça fait presque 20 ans que je suis dans ce domaine, data IA, mi-parcours dans l'académie avant le passage dans l'industrie. Et depuis 5 ans, chez Total Energy, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'IA, mais en prod et à l'échelle. Comment on peut convertir un prototypage à haut potentiel dans quelque chose où on peut faire confiance dans la durée et, comme on disait, à l'échelle. Et le sujet, on va discuter en détail. Mais tout d'abord, Thomas, tu peux partager quelques mots? Oui, bah, je vais me présenter tout simplement après toi. Donc moi, je m'appelle Thomas Vial. Je fais partie d'Auto-Technologies, pardon, et j'accompagne Total Energy et la Digital Factory depuis, on a fait le compte l'autre jour, 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors avec on et off, mais ça fait pas mal de temps. Voilà, j'ai un profil mix data scientist, architecte data, et on va vous parler aujourd'hui, bah, du coup, on va faire un peu l'historique de la conception de cette solution de monitoring. Tout à Voilà. fait. Merci Thomas. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais mettre quelques mots de contexte qui expliquent pourquoi on fait ce qu'on fait. J'espère que Total Energy, ça vous parle. Donc, nous sommes une entreprise multinationale et multi-énergie. On était connus sur le secteur oil and gas classique, mais maintenant étant de plus en plus côté renouvelable. Et une activité qui remplit la chaîne de valeur, c'est marketing and service et trading les différents types de sources d'énergie. Et pourquoi je parle à tous ces éléments? Parce que à la fois, on est multinational, ça veut dire qu'il faut déployer à différents endroits, mais aussi le fait qu'on couvre la chaîne entière côté énergétique. Il y aura beaucoup de types de cas d'usage. Et nos clients, la plupart du temps, c'est nos collègues qui passaient 20, 30 ans dans le domaine. Donc, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils cherchent. Et si on veut être utile, nos solutions IA devraient aller en profondeur. Donc, nos solutions, ça couvre toutes les catégories, différents types d'IA, mais plus souvent, c'est des combinaisons de différents types d'IA. Donc, un modèle IA, machine learning classique, va prédire quelque chose qui ensuite va être pris en compte par un modèle optimisation mathématique. Et pareil, le système expert peut être encadré, assisté des modèles deep learning. Et puis, par deux raisons, la raison historique et la raison stratégique, qu'on est sur deux clouds, Azure et AWS, et dépendent de la nature de la cas d'usage et aussi l'historique de ces cas d'usage, où se trouvent les données, par exemple. On aura différentes façons de déployer nos modèles IA. Est-ce que c'est un modèle optimisation mathématique? On va déployer différentes avec un modèle machine learning classique ou deep learning, et c'est encore changé si c'est une combinaison entre les deux. Qu'est-ce qu'on se trouve avec tous ces éléments? C'est que sur un seul site, on aura différents types de modèles à gérer, différentes métriques pour suivre la qualité de ces modèles, et puis différentes façons de déployer la solution. Et donc, si on devrait déployer ça en différents endroits, un site sur Normandie serait différent d'un site à Donge, par exemple. Des éoliens, des parcs éoliens onshore seraient différents des parcs éoliens offshore. Ce qui fait que
on devrait gérer tous ces éléments. Et il y a 2 changements sur le côté opérationnel récemment qui nous fait vraiment repenser le cadre technique. Hein, c'est qu'on attend à limite d'avoir plus que 10 000 modèles en prod. Et 2, c'est que avant qu'on crée des modèles à la factory digitale, maintenant, on crée les modèles, mais il faut qu'on s'occupe de la partie run, donc end-to-end. Et tous ces éléments nous posent une question, comment on pourrait gérer toute notre flotte des modèles, différents types de modèles, différentes façons de déploiement de manière efficace, centralisée, avec des ressources limitées pour ne pas basculer dans le mode qu'on fait que le run et pas le développement. Et donc, Thomas, voilà, l'enjeu. On a un enjeu énorme. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'entends monitoring de modèles, hein. En fait, monitoring de Ah bah, ça modèles. fait écho avec le sujet du talk aujourd'hui. Bah oui, ça tombe bien quand même, hein. Enfin, on est quand même dans le MLOps, hein, Emmanuel Lin l'a bien rappelé. On est sur quelque chose qui a une certaine maturité maintenant. Des solutions de MLOps, ça existe. Ça existe bien sur le marché. Il y en a même des open source. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je te propose, on prend une solution de MLOps, on branche nos produits dessus et on les surveille. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que ça fait écho avec la façon de faire dans l'équipe depuis toujours. Il ne faut pas réinventer la roue si jamais la roue existe. Par contre, tu as une idée, open source type Evidently, par exemple, c'est ça? Ouais, Evidently, Great Expectations, voilà, c'est pas les produits qui manquent, hein. On les a essayés d'ailleurs, hein, Je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas trop rigide? Tu vois, on a différents types de modèles et des modèles qui n'est pas complètement machine learning. Avec un data model type machine learning, peut-être c'est un peu compliqué, non? Alors, bon, c'est vrai que moi j'ai un petit peu joué avec Evidently, c'est très bien, hein, c'est très puissant, mais c'est vrai qu'il a fallu un petit peu des fois tordre le truc pour que ça faire rentrer des ronds dans des carrés. Ok, c'était peut-être une solution peut-être un petit peu simpliste. Ok, on va proposer autre chose, on va faire peut-être aller un petit peu plus vers du custom à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai vu, les produits, ils utilisent beaucoup MLflow, les produits Ah à ouais. la TDF. Voilà, ils mettent dedans leur modèle, leurs métriques, etc. Bah, écoute, à ce moment-là, on va faire une solution de reporting qui va aller se brancher sur les solutions MLflow des produits, et puis on va tirer les métriques de là, et puis voilà. Ah oui, ça C'est coche pas mal, non? open source, ça a l'air rapide. C'est bien le consulting. Mais il y a toujours un petit mais. Ah. Il me semble que côté cyber, on ne va pas content. Parce que là, on est en train de pool tous les infos, donc on aura à droit un peu tout sur tous les use cases. Ouais, ils sont un petit peu isolés dans leurs espaces cloud. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. On va faire l'inverse. Ok, qu'est-ce que t'en Ah ouais? penses? On fait l'inverse. Allez, MLflow, on prend MLflow, on fait notre MLflow à nous, un peu central. Tu sais, on faisait des data warehouse avant, il y a longtemps, là, ou des data lake maintenant, c'est un peu la même chose. On va leur demander de pousser leurs infos dans notre MLflow en même temps qu'ils le poussent chez eux. Bah Pas d'effort. déjà, ça change le paradigme de pull vers push, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, je suis désolé, mais il y a toujours un petit mais là. Oh là là. Parce que tu vois, c'est pas tous les nouveaux modèles à avoir de MLflow. Non, Il y a pas mal de projets comme Power to Market, c'est sur SageMaker. Il y a d'autres scénarios. Ouais, on va peut-être pas leur demander de mettre du MLflow juste pour nous, en fait, hein. Non. Ouais, c'est non, t'as raison. compliqué. Écoute, alors à ce moment-là, on va aller un petit cran plus loin dans l'architecture. Moi, j'aime bien ça, ça tombe bien. J'ai entendu qu'il y avait de la variabilité. Tu en as parlé tout à l'heure, des modèles de machine learning, de l'IA, de l'optimisation, des systèmes experts. Qui dit variabilité pour stocker dit NoSQL, hein. Ah ouais. Voilà. Moi, je te propose, on met tout ça dans une base de données. J'ai mis Cosmos DB parce qu'on va sûrement héberger notre solution sur Azure, mais après, n'importe quelle L'important, base c'est- NoSQL, voilà. Mm. Comme ça, on a la flexibilité, la modélisation, que ce soit un modèle type A, type B, type C, avec qui soit déployé sur un site, sur un équipement ou quoi que ce soit. On fait tout rentrer là-dedans et puis ça marche. Oui, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup mieux. On a plus de flexibilité. Mm. Mais est-ce que on n'est pas en train de décaler un peu le chaos pour après? Si on C'est comprend un pas au risque, début. ouais. Ouais. C'est un risque, c'est un risque. C'est un risque. C'est vrai que bon, après c'est peut-être un petit peu extrême comme solution. On va redescendre un petit peu, ok.
Allez, on met une base relationnelle SQL classique. De toute façon, personne ne pourra nous reprocher ça. Par contre, alors là, moi, je te mets une API devant. Hein, on n'envoie pas directement dans Là, une c'est base de bien. données Voilà. comme ça. Voilà, on met une API devant. Si on est sur une base relationnelle, le reporting, on va le faire avec du Grafana. C'est open source. De toute façon, on n'est pas très nombreux. Le front, c'est pas notre fort. Hein. Le résultat sera beaucoup mieux que du Grafana. Et là, comme ça, voilà, SQL, API, Grafana, je pense qu'on est quand même bien standard. Là. Oui, c'est déjà, j'ai l'impression, on commence à arriver à quelque chose qui remplit tous les critères. Là. Jamais content. Peut-être un petit peu. Tu te souviens, la question Node, par exemple, on aura plus de milliers de modèles si ça push en même temps, et en même temps, d'autres projets devraient pusher. On peut avoir des traffic jams. On peut toujours optimiser, mais est-ce qu'on souhaite passer le temps pour optimiser notre API, gérer tout ça? Non, peut-être pas. Et puis après, l'API, oui, il va falloir gérer le scaling et tout. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ouais. Ok, alors, laisse-moi réfléchir. Tiens, est-ce qu'on peut Ouais. pas voler? Je crois qu'Olivier, elle a monté quelque chose avec le hop, truc découplage, non? Ah, c'était le tuyau là. Ouais, Ok, ouais. allez, banco. Ouais. Banco, c'est bien ça. Écoute, ouais, on va faire ça. On va enlever l'API, on va la remplacer par un hub de données, un bus de messages, un broker, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et on va découpler, comme ça. Ça, c'est bien. J'aime bien l'idée parce que du coup, nous, notre solution, ok, on est sur du monitoring qui n'est pas critique finalement. Si on n'est pas disponible, si on a un problème ou quoi que ce soit, il ne faut pas que les produits soient impactés. Donc on découple, comme ça, on réduit la dépendance des produits à notre solution et on les laisse envoyer dans un bus de messages asynchrone. Nous, on dépile tranquillement à notre rythme Ouais, je derrière. pense que c'est une Ouais. très bonne idée. Bien Là. ça, hein ouais. Le Event Hub, je pense qu'il peut gérer pas mal jusqu'à des millions de messages. Oh oui, largement. Ça devrait... Et puis je te dis, après, ça accumule, ça les garde en mémoire s'il faut. Ouais. Mais encore un mail, t'es jamais content, toi, en fait. Le client est roi, mais quand même, quoi. Il y a des limites là. Est-ce que c'est logique ou pas? Parce que là, c'est très bien, les équipes vont pusher, mais qu'est-ce qui se dit que le message va arriver? Il push, il est content, et puis on n'a pas le message. Bah, c'est la synchrone, ça, mon cher. Exactement. Forcément, on n'a pas d'accusé de réception directement. Ouais. Exactement, ça c'est le problème. Ouais. C'est la contrepartie de la réduction à la dépendance. Et du coup, Qu'est-ce qu'on fait, c'est ça? Ouais, comment on fait là? Alors, ce qu'on peut faire, bon, déjà, on va essayer de contrôler un petit peu ce qu'on envoie sur ce fameux bus de messages là, parce que s'ils envoient des trucs n'importe quoi, effectivement, ils n'auront pas le retour. La mise au point, ça va être un peu compliqué. On peut quand même contrôler un peu ce qu'on envoie. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut nous prendre en charge la mise en forme des données, le packaging en quelque sorte, et on va proposer un SDK, un Software Development Kit, ça se fait beaucoup. C'est juste un grand mot pour dire une petite librairie. On met ça en open source interne, ils embarquent ça dans leurs produits, et comme ça, comme c'est nous qui faisons le code, et nous on s'assure, enfin il est bien testé notre SDK, on est des bons développeurs et on va Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tu vois, on n'a fait que 7 itérations et on a déjà intérêt à ça. Ouais. Mais d'ici une heure, on finit à 5 ans itérations, on devrait finir avec un truc de top là. Donc on continue. On continue, allez, hop, go. Hein. Non, en fait, bon voilà, c'est le parchemin qu'on a itéré un peu, peut-être un peu plus simplifié, mais du coup, on atterrit sur une version qui est good enough, qui est résumée ici. Le plus important, c'est avoir une sorte de contrat d'interface, là où on peut fixer, voici les métriques, la façon comment l'équipe peut envoyer et comment, côté plateforme, on peut utiliser pour définir ensuite des bases de données. On fournit aussi des différentes instrumentations, une sorte de flavor. Donc ça dépend que s'il y a un MVP sur AWS, sur SageMaker, sur Azure, sur Databricks, on aura différents flavors qui permettent d'accélérer le processus. Et puis, comme on commence à avoir différents outils d'observabilité côté soft, donc on ne va pas réinventer la roue, mais c'est justement créer quelques intégrations qui permettent de récupérer certaines infos côté software, comme statut des jobs de machine learning, qui permettent d'enrichir notre métrique. Et mine de rien, à la fin, on crée aussi des CI/CD qui permettent que les équipes, une fois qu'elles consument la SDK, ne vont pas reposer la question comment on aura tous ces éléments. Il y a un élément qu'on n'a pas, un contrat du temps, on n'a pas creusé,
Mais cette approche, ça nous permet aussi de gérer la partie hubs. Là, en partie plutôt côté client, mais le hubs, le fait qu'on a la main sur le SDK, demain, si on devrait faire évoluer notre façon de faire, envoyer d'autres types de métriques, on peut très bien faire évoluer que celui-ci. Donc, côté producteur, les équipes, ils peuvent utiliser tant tel, et côté plateforme, ils peuvent aussi faire évoluer leur database qui suivent les conventions définies ici. Et Thomas, Ok. pour rentrer un peu plus concret, est-ce Mhm. qu'on ne peut pas entrer dans une petite ligne de code Oh, si, allez, vous faites tous du code ici, de toute façon. Non, allez, on vous montre un petit peu simplifié. Voilà, ça, c'est l'utilisation du SDK, tout petit peu simplifié quand même, mais pas tant que ça finalement, pour un produit qui s'exécute sur AWS avec des lambdas, des fonctions serverless, hein, dont voilà, le traitement s'exécute sur des lambdas. et pour Databricks, Alors, beaucoup. Databricks, bah, tu vas voir, c'est la même chose. Hein, hop, c'est ça, on parlait Ben d'API voilà. unifié dans notre SDK, c'est ça, on change juste le haut. Ça s'appelle un adapteur, c'est un concept d'architecture hexagonale. C'est-à-dire, c'est un peu des bonnes pratiques de conception d'applications, et notamment de ces SDK. On change juste l'adapteur, il respecte une interface commune, et derrière, avec cet adapteur, cet objet adapteur, on peut appeler des fonctions qui sont standardisées, celles qui récupèrent l'état des jobs, celles qui récupèrent les métriques. Tout à fait. Voilà. Et si on zoome peut-être un peu de notre côté pour montrer Ouais. le capot. Voilà, on peut rentrer un petit peu sur le capot. Évidemment, le but, c'est pas de détailler toutes les lignes de code qui sont là. On voulait mettre en évidence la différence de taille, notamment du code, avec une même interface là-haut, une même signature de fonction. On voit la différence de code entre ce qui s'exécute sur AWS et sur Databricks dans le contexte du produit, c'est l'environnement de runtime du produit. La différence du code, elle vient du fait que la plateforme offre ou pas certains services d'introspection sur l'exécution du produit, de monitoring. Il y a certaines plateformes comme Databricks qui offrent ces fonctions de base. On a juste à se servir, à les malaxer un petit peu pour les mettre en forme et les pousser dans notre hub. Et il y en a d'autres comme AWS où il faut aller chercher l'info un petit peu plus à droite à gauche et la recomposer, donc un petit peu plus de code. Mais ça, cette complexité-là, elle est cachée et c'est le SDK qu'on fournit qui le prend en charge. Donc le produit lui-même, l'équipe produit, les data scientists notamment, n'ont pas à s'en préoccuper normalement. Oui, tout à fait. Et du coup, peut-être on fait un petit zoom sur le message, les métriques qu'on va envoyer. Ouais, bah écoute, voilà, ça peut ressembler à ça. Il n'y a rien de, voilà, c'est écrit petit, hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des observations, des mesures de métriques, des mesures d'état de job, comme on a dit. Formaté en JSON, format tout à fait standard et ouvert qu'on peut produire et consommer naturellement dans tous les langages de programmation. Tu noteras, Anne, on a prévu un petit truc en haut, là, je ne sais pas si c'est très visible de loin, la version de schéma. Tout à fait. Parce qu'on va quand même être amené à le faire évoluer, ce SDK, et la solution, la base de données qui concentre tout ça aussi. Il faut qu'on soit en mesure de faire évoluer notre modèle de données, notre collecteur, sans impacter les produits qui poussent déjà des données dans la solution. Donc pour ça, on prévoit dans les messages de mettre la version du schéma, et comme ça, c'est à nous après d'aller recevoir les informations, en fonction de ce qu'on reçoit comme message, d'aller mettre en forme dans notre format canonique, on va dire. Tout à fait. En fait, l'enjeu qu'on a eu dans cet exercice, c'est comment définir quelque chose qui n'est pas n'importe comment, mais quand même garder la flexibilité, parce qu'on sait très bien il faut arriver rapidement, embarquer les équipes, et on sait très bien aussi que la nature des sujets peut changer, et même dans un sujet, on peut aussi évoluer, et donc le SDK devrait créer une sorte de convention, mais flexible, et c'est tout ici. Miga a encore peut-être un autre problème. Ok, on a SDK, très bien, Non, c'est mais on bien, n'a là. pas encore Bon, là. discuté comment on va intégrer dans nos solutions. Là. Ah ouais, il y a peut-être un petit sujet. Ok. C'est vrai qu'on a des produits, oui, qui sont un peu à des stades de maturité différents, je crois. Donc certains qui sont en production, d'autres qui sont en construction. Dans des environnements, on a dit, qui sont très hétérogènes. Comment intégrer ça? Alors, il y a un premier mode d'intégration, on va appeler ça des patterns. Hein. Voilà, nous, on fournit le SDK et on fournit avec la documentation et les patterns qui vont bien. Le premier mode, ça va être celui un petit peu qu'on a pressenti jusqu'ici. Hein. C'est moi, je suis data scientist dans une équipe produit, je prends le SDK,
Je choisis les bons endroits où je vais appeler les fonctions du SDK, celles qu'on a montrées là. Je les intègre et je déploie ça. Et du coup, après, mon produit, il est augmenté avec du monitoring, si on peut dire, et il va automatiquement, en s'exécutant, pousser les informations dans le SDK. Ouais, tout à fait. C'est pas mal. Mais je pense que c'est déjà pas mal, mais tu te souviens, on a une vingtaine de produits en prod, et idéalement, c'est qu'on touche le moins possible. Alors par contre, voilà, ça vient avec un petit risque. On intègre un produit tiers dedans, même s'il est maintenu en interne. Il faut faire attention aussi à se prémunir si jamais il y a un bug dans notre SDK, hein, ça peut arriver, ou si jamais notre hub ici n'est pas joignable parce qu'il y a un pépin sur le réseau Azure ou je ne sais pas quoi. Il faut que le code applicatif qui va embarquer ces appels ne soit pas interrompu, qu'il n'y ait pas une grosse exception qui soit levée en plein milieu et que ça interrompe toute la chaîne applicative. Donc ce pattern-là, qui a le mérite d'être conceptuellement simple, il a quand même un petit risque derrière, ouais, c'est vrai. Alors à ce moment-là, il faut on a des projets qui sont déjà logués quelque part, de métriques, peut-être on va faire un peu différentes pour ces projets-là, non? On peut. Écoute, si j'ai des produits qui loguent déjà leurs infos de monitoring, on a parlé de MLflow tout à l'heure, on est dans ce cas-là. L'état des jobs, la plateforme peut déjà les loguer aussi, un historique. Peut-être qu'on peut juste se servir, on fait un job à côté, voilà, qui vient chercher ces infos directement, et c'est lui qui va embarquer le SDK, ce job dédié à ça. Et la chaîne applicative standard, elle, n'est pas impactée, elle continue de tourner comme avant. Et là, on diminue grandement le risque, pour le coup. Ouais, tout à fait. Peut-être un edge case pour certains projets quand l'équipe est très mature. Et par contre, il craint des conflits de dependency, tu vois. Mais de rien, même, on a réduit le maximum, mais il reste des dependencies dans notre package. Est-ce qu'il y a une manière pour donner à l'équipe encore plus de flexibilité, mais garder quand même le contrat, non? Ouais. Écoute, là, c'est le mode flexibilité maximum, hein, et responsabilité maximum. Je ne vais pas vous faire la citation de Spider-Man. C'est l'application a en charge à ce moment-là d'envoyer directement les informations qu'elle met en forme elle-même. Elle respecte les contrats d'interface. À la rigueur, elle prend même pas le SDK en dépendance. Elle s'inspire simplement. Notre schéma, il est connu, il est public, donc elle peut le prendre en charge. Elle formate ses informations en JSON comme on a vu, et elle pousse elle-même dans le SDK. Alors par contre, je ne te cache pas que la mise au point va être un peu compliquée, c'est de l'asynchrone, il n'y a pas de retour, il faut qu'on soit là à côté, hein, on regarde dans la base de données, c'est bien arrivé, oui. L'autre complexité aussi, c'est la connectivité avec le hub ici. Le SDK de base le prend en charge, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, c'est la plomberie assez technique, mais bon, pour certains produits, voilà, on peut très bien envisager ça, ouais. Tout à fait. Ce qui est important, c'est ça garde quand même une interface pour qu'il sait qu'est-ce qu'il faut envoyer, comment envoyer. Et puis, c'est le risque avec la responsabilité, comme tu dis. Complètement, ouais. Complètement. Peut-être on passe un peu dans les éléments un peu concrets, non? Une petite démonstration, ouais. Allez-y. Que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand même, parce que là, on parle sur des slides. Mais... Alors, ce qu'on va vous montrer, c'est la partie restitution. On ne vous montre pas la partie collecte. Si je suis devant, ça ne va pas le faire. Hop. On va essayer de faire un peu d'extraire quelques projets qui est pourtant représentatif. Ce que vous voyez ici, c'est un vue macro. On ne veut pas regarder en détail. Idéalement, c'est qu'on veut garder quand c'est ouvert, très bien, on est tranquille. Et ici, c'est différents types de projets. On a en haut 2 projets. Asphantos, c'est un projet optimisation logistique. Capoteam, c'est un hybride entre optimisation et machine learning. Il y a les autres projets, c'est machine learning, mais dans Azure, Power to Market, par exemple, c'est un projet en AWS. Donc en fait, avec le SDK et une partie de réseau, on peut récupérer tous les projets, différents types, Optim ou machine learning ou demain c'est agentique, et indépendant du cloud. Et si jamais il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple il y a des rouges, donc il y a quelque chose qui ne va pas, je peux aller en profondeur sur le projet. Ici, c'est juste quelques KPI, quelques éléments contextuels pour savoir quelle branche de ce projet. C'est un des sujets de raffinerie. Sur Stack Azure,
utiliser les plateformes Databricks et de quelle entité. Là, on part, moi je viens de Factory Digital côté Total Energy, mais le produit, la même philosophie, peut être servi à d'autres entités dans la compagnie. Donc, cela permet de regrouper et avoir une centralisation des monitorings. Ensuite, on aura différents niveaux. Le premier élément, c'est le niveau de jobs. Souvent, on part tout de suite de monitoring, c'est des choses, des cas métriques, mais au fond de la journée, si je devrais avoir un job à 10 heures qui tourne pour prédire quelque chose, par exemple, c'est quoi la production à certaines parcs solaires, si ça ne tourne pas ou il y a une panne, ce n'est pas la peine de creuser est-ce que mon modèle marche ou pas. Et si jamais, là c'est ouvert, mais si jamais il y a un problème, on peut très bien avoir le drill down. Et je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on parle de deux niveaux. Il y a un niveau, et le sujet qu'on a présenté, c'est monitoring centralisé. Donc, je gardais le parc applicatif de tous les projets. Et ensuite, chaque fois que je cliquais, si j'aurais le droit, dans ce cas, j'en ai, je peux entrer directement dans le compute à des sujets. Et donc, ça me permet, là, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des problèmes, j'aurai des logs qui me permettent d'accélérer rapidement la diagnostic et la fixation. Ici, je reviens ici. On peut regarder maintenant les performances des modèles. Comme je vous disais, on cherchait la façon qui permette de simplifier le max, comment je donne la flexibilité à mes équipes et en même temps garder les éléments les plus essentiels. On a fini par définir c'est quoi le nom de métrique, c'est quoi les valeurs que je devais regarder, mais surtout les bornes. Cela, c'est assez intéressant parce qu'à la fois, ça permet que data scientists ou le owner de chaque sujet, ils sont responsables de définir c'est quoi les bornes opérationnelles de leur sujet. S'il y a un modèle qui prédit hors de ce range ou un métrique qui sort de ce range, ça permet d'alerter, même au niveau des plateformes, ils ne connaissent pas la nature du projet, du métrique. Et pareil, on peut appliquer la même philosophie pour la partie data. Rappelons que les data ici, qu'on ne va pas faire le data quality de tous les ETL, quoi que ce soit. C'est simplement que c'est un snapshot de la qualité des données à l'entrée de mes modèles. Il n'y a que ça qui m'intéresse pour le moment. Et donc, on va récupérer, chercher des indicateurs macroscopiques jusqu'à un niveau un peu plus fin, de voir est-ce qu'il y a un drift de distribution de mes modèles. Par exemple, ici, quand tous les métriques pointues, c'est très probable, il y a un problème, par exemple. Et puis, si je veux creuser un peu en détail certaines tags des données sur le site, je peux entrer en détail et voir les valeurs. Et pareil, la philosophie que je vous disais tout à l'heure, là, je garde à haut niveau, en plusieurs projets. Mais si jamais j'ai vu un élément que je veux creuser en profondeur, je peux toujours cliquer. Et c'est là où, que, dans notre façon structurée, on se dit monitoring fin, les fixes, ça doit être au niveau des projets pour respecter l'opérationnel, mais aussi la confidentialité des données. Et puis, le monitoring à hélicoptère, c'est simplement qui permet d'identifier les problèmes. Et donc, quand je entre ici, dans chaque projet, je pourrais avoir des monitorings plus fins, commencer par quelques KPI macroscopiques, il y a combien de références qui étaient utilisées, il y a combien de problèmes des données, et puis ça commence à drill down avec des KPI simples, des moyennes, des taxes, c'est des features utilisées pour les modèles. Commencer avec quelque chose assez simple et opérationnel, comme est-ce que le taux de NA, le taux de 0 dans mes données est élevé ou pas par rapport à d'habitude. Et puis, on peut entrer un peu plus fine sur la distribution, sur le drift, le profil de nos données. Comme ici, on peut comparer, et du coup, comparer entre le profil normal et le profil quand il y aura un problème. Et donc, voilà, c'est un snapshot de nos outils à nous. C'est un projet toujours actif. Il reste encore des éléments à faire. Pour le moment, qu'on n'a pas présenté ici, mais on a aussi développé une solution agentique
qui permettent, à la place, je dois aller regarder en profondeur tous ces dashboards que vous voyez. Ben, en fait, on va poser une question dans un team, une application, et sous-jacent les agentiques qui permettent d'aller chercher des infos via des MCP partout et récupérer ces infos, faire une synthèse qui me permettent d'identifier le problème plus simple. Alors, on va finir avec quelques renseignements qu'on a pu retirer jusqu'à là. Le premier, c'est assez évident. On a commencé avec plein des doutes. Est-ce que ça fait du sens? Comment je peux balancer entre les éléments qui déjà existaient, c'est-à-dire le monitoring au niveau des projets avec quelque chose à haut niveau? Et pour le moment, la conclusion, c'est possible, mais avec une bonne dose de pragmatisme, effectivement. En fait, là, on vous a présenté un petit peu le voyage en très très raccourci. Ça s'est déroulé évidemment sur plusieurs mois et on s'est pas mal cherché, on l'a vu un petit peu dans les itérations, mais on s'est aussi cherché conceptuellement sur qu'est-ce qu'il fallait modéliser, qu'est-ce qu'il fallait prendre, est-ce qu'il fallait standardiser, est-ce qu'il fallait laisser de la liberté au projet. Et voilà, je pense qu'on a trouvé un juste milieu entre quelque chose qui soit hyper contraignant, hyper standard, mais du coup dans lequel on ne fait pas tout rentrer, comme on a vu, ou qui va obliger les produits à se contorsionner pour rentrer dans un moule qui n'est pas forcément fait pour eux. Et l'autre extrême qui serait un truc hyper flexible, mais qu'on ne saurait pas exploiter parce qu'on ne saurait même pas définir un reporting unifié par-dessus. Donc je pense qu'on a trouvé ça. On a une architecture qui est relativement simple, hein, finalement. Voilà, on envoie quelque chose sur un hub de données, ça met dans une base et il y a du reporting par-dessus. L'archi en soi, elle n'est pas compliquée et c'est un avantage. En général, moi, je suis ingénieur, on aime bien les trucs compliqués, mais là, pour le coup, c'est plutôt un avantage. Et le troisième enseignement qu'on a aussi, c'est que on est dans un contexte de gouvernance. Voilà, il faut faire du monitoring à l'échelle des produits TDF. C'est une obligation pour eux d'intégrer cette solution. C'est en cours de déploiement, mais à terme, l'idée, c'est que tout le monde aille dessus. C'est une contrainte. La gouvernance, je vais le dire comme ça emmerde tout le monde. Enfin, opérationnellement, c'est un risque. Voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit simple. Voilà, c'est obligatoire, mais c'est simple. Notre SDK, il est là pour que ce soit simple, il est documenté. On est une équipe certes petite, mais on est là pour les accompagner aussi, pour que ce soit certes peut-être un moment qui n'est pas passé à apporter de la valeur métier sur l'application elle-même, mais que ce soit quand même rapide pour eux et pas trop désagréable. Et je pense là aussi, pareil, bon, on se cherche encore un petit peu, on est en train d'essayer de le rendre, de faire des skills IA aussi pour que ce soit plus facile à intégrer encore et que ce soit un no-brainer presque. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit pas une corvée.